Donc la suivante, les médicaments dits antithrombotiques. Donc les antithrombotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empêcher la formation d'un caillot, la formation d'un thrombus. Donc il faut savoir que de manière générale, pour la formation d'un caillot, il y a toute une série d'événements qui doivent se passer pour arriver à la formation de ce petit caillot. On appelle ça la cascade de la coagulation. Bon, il y a une partie qui est décrite dans votre cours, je ne vous demande absolument pas de retenir ça. Ici à droite, vous avez une illustration simplifiée de la cascade. C'est très très complexe. Donc moi, ce que je veux juste que vous reteniez, c'est qu'au final, donc, quand il y a par exemple un vaisseau qui est lésé, ben, le but c'est que toute une série d'événements arrivent pour au final former un caillot, ce qu'on appelle aussi un clou plaquettaire. Donc c'est toutes des petites plaquettes sanguines qui viennent se coller ensemble et pour empêcher justement un écoulement de sang trop important. Donc les médicaments antithrombotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont empêcher la formation de ce caillot. Alors il y a il y a deux grandes classes, il y a soit les médicaments antiagrégants, soit les médicaments anticoagulants. Donc ils agissent à des endroits différents au niveau de la formation du clou plaquettaire. Donc c'est pour ça quand vous étudiez les médicaments, bien savoir si c'est un antiagrégant ou si c'est un anticoagulant. Au final, le but est le même, c'est fluidifier le sang, mais ils n'agissent pas de la même manière. Et dans les anticoagulants, on le verra, il y a de nouveau trois grandes catégories. Il y a les héparines qui sont en injection et deux autres médicaments qu'on prend en péros, les antagonistes de la vitamine K qui sont de vieux médicaments et les nouveaux anticoagulants oraux directs qu'on verra qui eux sont récents. Alors, au niveau d'abord des anti-agrégants, donc comme leur nom l'indique, ils vont empêcher l'agrégation des plaquettes entre elles pour empêcher la formation du caillot. Donc, indication, ça va être pour, d'une part, le traitement, la prévention primaire et ou secondaire dans diverses indications cardiovasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, la différence entre prévention primaire et secondaire. Prévention primaire, ça veut dire, si par exemple c'est prévention primaire d'un AVC, c'est on va donner le médicament anti-agrégant pour éviter qu'il ne fasse une première fois un AVC. Parce qu'on sait par exemple que la personne est à risque. Je sais pas moi, il y a des antécédents dans la famille, elle est sous médicaments qui font que le sang coagule un peu plus. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer. Mais ça, c'est une prévention primaire. C'est pour éviter de faire un premier AVC ou un premier infarctus. Prévention secondaire, ben, c'est quelqu'un qui a déjà fait un AVC, qui a déjà fait un infarctus, et donc du coup, ben, on va lui donner les médicaments pour fluidifier le sang pour éviter qu'il en refasse un nouveau. Alors, premier médicament, ben, c'est donc l'acide acétylsalicylique, mais bien sûr à faible dose. Hein, on n'est plus dans des doses pour avoir une action antalgique et anti-inflammatoire. Donc ici, c'est aux alentours de 100 mg par jour. L'Azaflo, ben, il existe en deux dosages, du 80, du 160. Et vous avez la cardioaspirine et l'aspirine qui sont toutes les deux, elles dosées à 100 mg. Donc on prend une de ces spécialités une seule fois par jour, donc pour avoir justement une petite quantité d'aspirine tous les jours pour fluidifier le sang. Alors attention, donc il y a deux catégories ici d'AS à faible dose. À gauche, c'est ceux qui ont un enrobage gastro-entérique, donc pour protéger l'estomac, puisque la personne va prendre une petite quantité d'aspirine tous les jours, c'est pas très bon pour l'estomac. Donc il y a d'une part à gauche les comprimés gastro-résistants qui du coup, comme vous l'avez vu en galénique, sont à prendre en dehors des repas pour maintenir cet enrobage-là et éviter que l'aspirine ne vienne abîmer l'estomac. Donc ils vont se libérer dans les intestins. Et à droite, vous avez, donc ça c'est un vieux médicament qui est l'aspirine 100. Il y a encore des vieilles personnes qui l'appellent l'aspirine junior. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Donc eux, par contre, l'aspirine 100, c'est des comprimés classiques. Donc ça, il faut bien dire à la personne que si elle prend ces comprimés-là, il faut les prendre en mangeant ou à la fin du repas pour que la nourriture vienne bien protéger l'estomac. Alors, à côté de l'aspirine, dans les antiagrégants, il y a encore trois autres médicaments. Donc, il y a la spécialité, enfin, il y a ticlopidine, c'est le PA, la spécialité c'est ticlite. Il y a le Plavix avec le clopidogrel et dipyridamol, dont il ne reste plus que le générique, il n'y a plus de spécialité associée. Donc, ça, c'est les autres anti-agrégants avec toujours les mêmes indications. Alors, attention, dans le cours, il était mis qu'il y avait une interaction possible, pas très claire, c'est encore à confirmer, entre le Plavix et les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on avait vu l'année dernière. L'explication, c'est qu'en fait, le Plavix, on appelle ça une prodrogue. Donc ça veut dire que le clopidogrel, le PA, doit être transformé pour être actif. Et c'est un substrat de cytochrome au niveau du foie.
Et l'IPP est un inhibiteur justement de ce cytochrome au niveau du foie. Donc ça veut dire que si on prend Plavix et IPP en même temps, l'IPP va empêcher la transformation du Plavix en sa forme active et donc du coup le Plavix ne pourra pas avoir son effet anti-agrégant. Donc voilà, si jamais vous entendez parler de cette interaction-là, voilà l'explication. Alors, à côté donc, de ces antiagrégants, donc deuxième grande catégorie d'antithrombotiques, on a les anticoagulants. Dans les anticoagulants, donc 3 grandes classes. La première, ce sont les héparines. Donc là, il s'agit ici d'injections sous-cutanées. Alors pour les injections ici, on dit qu'il n'y a pas de contrôle de la coagulation. On va voir plus tard avec la deuxième catégorie, les antagonistes de la vitamine K, on doit faire des prises de sang régulières pour contrôler l'INR. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas nécessaire. Alors l'indication de ces piqûres d'héparine, plusieurs choses. Ça peut être pris pour le traitement et la prévention secondaire d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse profonde. Donc à ce moment-là, on va prendre plus ou moins les héparines pendant 10 jours, donc c'est souvent une injection par jour. Et puis après, la personne va passer à un antagoniste de la vitamine K, qui est donc un anticoagulant qu'on prend Peros. Mais donc le début, parce que l'action est plus rapide, se fait par héparine et puis on switch aux antagonistes de la vitamine K. Deuxième indication, c'est pour la prévention primaire des thromboses veineuses profondes. Si on sait que la personne va subir une intervention chirurgicale à risque, ou si on sait qu'on va devoir l'immobiliser pendant longtemps, à ce moment-là, le risque de formation de caillots est important. Donc, pour éviter d'attendre qu'elle ne fasse une thrombose, direct, on la met sous Clexane ou sous Fraxiparine, par exemple. C'est les 2 spécialités qui sortent le plus. Une injection tous les jours pour éviter qu'il y ait une formation de caillots. Donc en cas de voyage de longue durée, que ce soit en avion ou en voiture, de nouveau, on est assis, on ne bouge pas, on augmente le risque de faire un caillot. Surtout donc, chez les personnes à risque, bien sûr, on ne va pas faire une injection de Clexane chez toute personne qui fait un long voyage. Mais chez les personnes à risque, le fait de faire un long voyage augmente encore plus le risque de faire un caillot. Donc à ce moment-là, chez ces personnes-là, on fait une injection donc 2 à 4 heures avant le départ et on associe les mesures hygiéno-diététiques. Donc si c'est en voiture, mais on s'arrête toutes les 2 heures, on sort de la voiture, on marche pour justement réactiver la circulation. En avion, vous allez me dire c'est difficile, rien que le fait de se lever et marcher dans l'allée centrale, rien que ça fait du bien. Ou faire des mouvements de flexion de la cheville pour favoriser le retour veineux. Éviter tout ce qui est médicaments calmants qui pourraient justement nous faire dormir et donc du coup ne pas bouger pendant des heures. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'il faut essayer d'associer pour éviter qu'il y ait formation de caillots. Ça peut être utilisé en cas d'angor instable, en cas d'AVC. Et alors, pendant la grossesse, quelqu'un qui, par exemple, une femme qui serait sous antagoniste de la vitamine K, donc qui tombe enceinte, les antagonistes de la vitamine K sont contre-indiqués à ce moment-là et donc on la passerait sous héparine le temps de la grossesse. Donc, les injections, ici j'ai mis à gauche, on peut soit les faire soi-même si on s'en sent capable, c'est très facile. On peut demander à quelqu'un de la famille de le faire ou on peut aussi demander à ce qu'une infirmière passe tous les jours pour faire l'injection. Alors ici, vous avez la fiche SSPF que vous avez aussi dans le mail. Donc très important, très souvent, je dis généralement, c'est une injection une fois par jour, mais c'est toujours important de faire l'injection à la même heure. Il faut vraiment qu'il y ait 24 heures d'intervalle entre chaque dose. Donc bien savoir expliquer comment faire une injection puisque vous pourriez avoir quelqu'un qui vient à l'officine et qui dit voilà, j'aimerais bien la faire moi-même, expliquez-moi comment on fait. Donc vous devez être capable de l'expliquer. Donc je lis en gros, donc lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon, installez-vous dans une position confortable, ok. Choisissez le site d'injection. Donc vous voyez que pour le faire soi-même, donc c'est plus facile de le faire ici au niveau du ventre ou au niveau des cuisses. Maintenant, toujours changer le lieu d'injection d'une piqûre à l'autre pour ne pas se faire trop d'hématomes, ne pas se faire mal si on fait toujours au même site d'injection. Alors attention, ici il est mis ne pas faire l'injection dans les 5 cm autour du nombril. Parce qu'en fait, si on fait ça trop près du nombril, il y a risque de l'injecter dans un petit vaisseau et ce ne sera plus alors une injection sous-cutanée. Alors lavez soigneusement la zone d'injection à l'eau et au savon, ou on peut très bien aussi prendre un petit coton imbibé d'alcool, ça il y a aucun problème. Surtout ne pas utiliser d'éther, l'éther parce que ça il y a des gens qui pensent que ça désinfecte et donc ils viennent acheter une bouteille d'éther pour pouvoir faire désinfecter entre guillemets leur zone d'injection.
L'éther ne désinfecte pas. En gros, l'éther, c'est pour enlever, je sais pas moi, quand vous avez un sparadrap et qu'il reste un peu de colle sur votre peau, ça marche très bien, mais ça ne désinfecte pas. Donc un petit conseil, quand quelqu'un vient vous demander une bouteille d'éther, demandez pourquoi il l'utilise, parce que j'ai déjà fait l'expérience et on me répondait c'est pour désinfecter, et donc du coup la personne repartait avec de l'alcool plutôt qu'avec de l'éther qui n'allait servir à rien. Alors, ouvrez la barquette contenant la seringue, retirez le capuchon. Une goutte de liquide peut être présente à l'extrémité, donc ça, il faut diriger la seringue vers le bas pour la faire tomber. Et alors, il y a une bulle d'air à l'intérieur, il ne faut pas l'enlever. On n'est pas dans urgence ici à la télé où il faut essayer de claquer là, sur la seringue pour faire partir la bulle. On n'est pas dans une injection intraveineuse, on est en sous-cutané, donc on laisse la bulle au niveau de la seringue. Mais on la fait remonter. Alors, former un pli cutané entre le pouce et l'index, introduire l'aiguille donc sur toute la longueur, c'est une injection sous-cutanée, donc l'aiguille n'est pas longue, c'est pas comme les intramusculaires ou les intraveineux où c'est plus long. Injecter lentement le produit, donc ainsi que la bulle d'air, et attendre 10 secondes avant de retirer l'aiguille. Ça, c'est pour permettre au produit de bien diffuser. Si vous retirez trop vite l'aiguille, le produit peut ressortir. Donc, retirer l'aiguille et ensuite relâcher le pli cutané. Alors, on conseille de ne pas masser la zone d'injection parce que ça favoriserait l'apparition de bleu. Et par contre, on peut exercer une légère pression, donc avec une compresse, pour prévenir la formation d'un hématome. Alors, la seringue, on la jette dans une poubelle spécifique. Donc ça, c'est le dessin que vous avez là les gros conteneurs jaunes. Ou alors, à la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre les seringues dans une bouteille d'eau, par exemple dans une bouteille en plastique, et ramener ça au parc à conteneurs. Donc c'est pour éviter de se repiquer avec l'aiguille lors de la manipulation des déchets. Donc, oui, je voulais vous montrer ici. Ils ont mis ici au niveau de Clexane, au niveau du code barre ici, enfin c'est plus un code barre, c'est un QR là, en 2 dimensions. Vous avez moyen de scanner ce code barre. Et du coup, et vous avez même l'adresse ici si jamais vous n'avez pas moyen de scanner avec un smartphone, vous allez tomber en fait sur une vidéo d'explication donc pour le bon fonctionnement de l'injection de Clexane. Et d'ailleurs, en fait, cette vidéo ici, quand vous scannez ou quand vous allez directement sur le site, c'est la vidéo que vous retrouvez de nouveau sur le site thrombosyscare.be où vous avez ici la technique d'injection. Et quand vous cliquez, vous tombez également sur cette vidéo sur la bonne utilisation du Clexane. Donc c'est la même. Donc ça, c'est toujours intéressant de le dire au patient, de montrer qu'il peut scanner le petit QR code ici ou tout simplement aller sur le site qui est noté juste en dessous. Alors, donc deuxième catégorie dans les anticoagulants, c'est ce qu'on appelle les antagonistes de la vitamine K. Donc là, on est nouveau dans des comprimés à avaler, donc c'est du Péros. Eux, par contre, les antagonistes de la vitamine K nécessitent un contrôle de la coagulation. Donc, comment est-ce que ça va se faire ? La personne devra faire des prises de sang régulièrement pour mesurer ce qu'on appelle l'INR. Pas besoin de savoir ce que ça veut dire ni ce qui se passe. Donc, on mesure ce qu'on appelle l'INR et vous devez retenir que cet INR doit toujours être entre 2 et 3. Ça veut dire que le dosage qu'on a mis d'antagonistes de la vitamine K est bon. Si on est en dessous, ça veut dire que c'est pas assez dosé, qu'il y a un risque de formation de caillots parce que le sang n'est pas assez fluidifié. Et par contre, si on est au-dessus, ça veut dire que c'est trop dosé et qu'il y a un risque d'hémorragie. Donc c'est le premier choix en cas d'anticoagulation prolongée nécessaire. Parce que, imaginez, on ne va pas se faire des injections d'héparine pendant des années. Ce serait pas viable. Donc, si un anticoagulant est nécessaire pour une longue durée, on préfère passer à du Péros. Et donc, toujours au début, on a eu de l'héparine parce qu'elle agit beaucoup plus vite. Après, comment est-ce qu'on fait ? Il y a un petit laps de temps, quelques jours, où on est toujours sous injection d'héparine. Et donc, on commence notre traitement Péros d'antagoniste de la vitamine K. Et puis, quand l'INR est bien entre 2 et 3, hop, on arrête l'héparine et on reste avec notre médicament AVK tous les jours, en vérifiant bien tous les X mois que notre INR est toujours bien entre 2 et 3. Donc, indication, c'est pour le traitement et la prévention des affections thromboemboliques. Donc, en gros, c'est pour fluidifier le sang, pour éviter la formation de caillots.
Alors, donc ce sont ces antagonistes de la vitamine K, des médicaments à marche thérapeutique étroite. Vraiment, quand vous sortez ces médicaments-là du tiroir, s'il y a une interaction qui apparaît au niveau du logiciel, ne passez surtout pas à côté parce que ça peut être une interaction soit qui diminue l'action et donc risque de formation de caillots, soit qui augmente l'action et donc risque d'hémorragie. Donc dans les deux cas, c'est assez dangereux. Donc il y a énormément de médicaments, je vais vous montrer après, qui interagissent avec ces AVK. Il y a également des compléments alimentaires, donc à base de plantes, qui interagissent également. Il y a tout ce qui est aliments riches en vitamine K. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, ça veut dire qu'il faut une consommation régulière. Il ne faut pas ne plus en consommer pendant des jours, puis tout à coup, un jour, en consommer une grande quantité. Là, l'INR va changer. Mais si on en consomme tous les jours de manière régulière, ben, ça veut dire que notre dosage de l'AVK a été calqué sur notre consommation régulière d'aliments riches en vitamine K, et donc il n'y a pas de souci, notre INR reste bien entre 2 et 3. Alors l'alcool aussi, c'est en grande quantité et régulièrement pourrait diminuer l'effet de ces médicaments-là, et le tabac. Je vous montre ici, ça c'est au niveau du répertoire ou sur le site cbip.be, ils reprennent une liste des médicaments donc, qui interagissent avec ces médicaments, avec les AVK. Donc vous voyez qu'il y en a énormément, ça c'est tous ceux qui augmentent l'effet, et ici c'est tous ceux qui diminuent l'effet. Donc vous voyez, la fumée de cigarette diminue l'effet de l'AVK. Bon, si on fume tous les jours, qu'on ne change pas sa consommation, ça va, mais imaginez quelqu'un qui est sous AVK, donc qui fume, et qui va arrêter de fumer, ben, ça va influencer l'INR, donc ça il faut prévenir le médecin. Le millepertuis, on l'avait vu l'année passée, donc millepertuis c'est une plante qui est utilisée pour la dépression, ben, elle aussi elle diminue l'effet des antagonistes de la vitamine K, donc vous voyez qu'en phyto, il y a des choses qui peuvent interagir, et alors donc la vitamine K donc, qui vient aussi diminuer l'effet de ces médicaments. Donc, les antagonistes de la vitamine K, quelques précautions particulières. Donc, on l'a dit, il faut faire une prise de sang régulièrement pour toujours adapter la posologie. C'est ça aussi que c'est assez spécial parce que c'est pas une posologie qui va rester telle quelle pendant des mois, sauf si on change rien, qu'on a toujours la même hygiène de vie, alors là, ok. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent venir faire varier l'INR et donc la posologie peut changer d'un mois à l'autre. En tout cas, la prise se fait une fois par jour, donc toujours au même moment. On conseille de mettre aux personnes une carte dans le portefeuille qui indique qu'on est donc sous médicaments anticoagulants. Mais ça pourrait être pour tout antithrombotique. J'aurais pu le mettre pour les autres aussi, puisque c'est pour prévenir, on ne sait jamais qu'il y a un accident, pour prévenir les ambulanciers, le médecin, les infirmiers, que on est sous médicaments qui fluidifient le sang, c'est important qu'ils le sachent. Et alors, attention aux interactions, donc toujours bien contrôler l'INR à chaque ajout ou retrait de médicaments, puisque ça peut venir influencer donc, la prise de sang. Donc le Satron, attention, il y a 2 dosages différents, les boîtes se ressemblent très, très fort, il y a du 1 et du 4. Le Marévan et Marcoumar, ça c'est facile, il n'y a qu'un dosage chaque fois. Mais donc, parfois, ça pourrait arriver que la personne doit prendre, je sais pas moi, du 3 mg de Satron, bah ok, elle va prendre 3 comprimés d'un milligramme, ou elle passe à des demi, ça change tout le temps, mais c'est la prise, logiquement, le médecin aura dit que c'est une seule fois par jour, donc au même moment. Alors, j'arrive à la 3e catégorie d'anticoagulants, donc ce qu'on appelle les anticoagulants oraux directs, donc là il porte bien son nom, c'est Péros. C'est également des médicaments à marche thérapeutique étroite, donc attention à toute interaction qui arrivera au niveau de votre logiciel, ne passez pas à côté. Alors, c'est une alternative au Satron, Marévan, Marcoumar qu'on vient de voir, si l'INR est instable. Et donc, justement, si la personne doit tout le temps changer de posologie, que ça devient assez compliqué, mais à ce moment-là, on pourrait passer à ces anticoagulants oraux directs. Et l'avantage avec ces médicaments-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de prise de sang. Maintenant, quelqu'un qui... c'est des nouveaux médicaments, hein, donc on n'a pas vraiment encore un assez grand recul, donc les médecins ne vont pas spécialement directement vers ça, même si ça paraît plus facile d'utilisation. Quelqu'un qui serait sous Satron, Marévan, Marcoumar et que l'INR est stable, et que c'est bon, il a sa posologie qui est plus ou moins fixe, ben, limite, on préfère le laisser avec ça parce que c'est des plus vieux médicaments pour lesquels on a un plus grand recul. Ben, ça va peut-être changer aussi, les années avancent, donc à voir. Attention, n'oubliez pas tous ces médicaments-là, donc Pradaxa, Xarelto et Eliquis, il y a toujours différents dosages. Pour tous les antithrombotiques, donc que ce soit les antiagrégants, les anticoagulants, donc tout ce qu'on vient de voir jusque maintenant,
mettre en garde la personne de tout signe d'hémorragie, donc qui montrerait un surdosage du médicament. Donc exemple, elle a un saignement de nez qui arrive alors qu'avant elle n'avait jamais rien. Quand elle se brosse les dents, voilà que ça commence à saigner, bon, c'est un signe que son médicament est trop dosé. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça qui doivent l'alerter. Et à l'inverse, tout signe d'une manifestation thrombotique, donc de la formation d'un caillot, doit aussi les alerter. Ils doivent aller trouver le médecin. Donc si jamais il y a une petite douleur au niveau d'un mollet, bah, c'est peut-être qu'il y a justement une phlébite, donc il faut bien vite aller chez le médecin. Ou si au contraire, bon là c'est plus grave, elle a déjà une sensation, qu'elle a déjà difficile à respirer, bah, elle est peut-être en train de faire une embolie pulmonaire. Enfin, voilà, donc tout ça il faut faire attention, il faut être vigilant. Bien lui rappeler la compliance, donc de être compliant, donc avoir une bonne observance, bien suivre son traitement, ne pas oublier ses médicaments, ne pas arrêter ou augmenter les doses sans avis médical. Prévenir tout professionnel de la santé, donc prévenir le pharmacien qu'on est sous antithrombotique, prévenir le dentiste, c'est important aussi en cas d'extraction dentaire par exemple. Toujours bien, qu'ils aient le réflexe de dire attention, j'aimerais bien un médicament, voilà celui-là, mais je suis sous Satron, est-ce que ça va avec? Comme ça, on peut aller regarder s'il n'y a pas d'interaction. Donc, de nouveau, attention à tout ce qui est médicaments en vente libre. L'aspirine, à dose allez, pour antalgique, anti-inflammatoire, voilà, il faut se méfier. Les AINS aussi, hein, on avait vu que ça fluidifie le sang dans les effets secondaires, que ça peut donner des hémorragies. On a vu qu'en phyto, bon, on a parlé du millepertuis, mais on le verra là, dans le cours de phyto, il y a d'autres plantes, comme le ginseng, le ginkgo biloba, qui viennent interagir avec les antithrombotiques. Et donc, vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de personnes aussi qui prennent ces compléments-là sur Internet. Mais voilà, ils vont peut-être pas penser que ça va interagir avec leurs médicaments antithrombotiques. Donc, il faut vraiment qu'ils soient drillés et qu'ils soient vigilants à tout changement, à tout ajout ou retrait de médicaments. Et donc, un petit truc, c'est que quand vous savez que quelqu'un dans la pharmacie où vous êtes est sous antithrombotique, c'est pour chaque médicament qu'il vient acheter, même si c'est quelque chose en vente libre, l'inscrire dans son dossier pharmaceutique. Et comme ça, du coup, s'il y a une interaction, on la voit. Attention, avec les produits phyto, on ne voit pas les interactions. Les interactions, c'est seulement pour les médicaments, donc ils sont enregistrés dans le répertoire. Donc il faut quand même encore se méfier si on prescrit, si on délivre des médicaments à base de plantes. Alors, après tout ça, donc après les les antithrombotiques qui permettent de fluidifier le sang, il y a ici une spécialité qui est anti-hémorragique, on dit aussi antifibrinolytique. Mais là, le but, c'est justement de favoriser la formation de la coagulation parce que justement, il y a un saignement qui est trop important. Donc, on dit aussi que ce sont des substances hémostatiques. Donc c'est en cas d'extraction dentaire où il y a un gros saignement, en cas de ménorrhagie, donc suite à la pose d'un stérilet, donc de nouveau des grands saignements. Donc attention, c'est des médicaments qu'on va prendre sur le court terme, sinon il y aurait formation de caillots qui peut être dangereux. Mais c'est donc contrairement aux antithrombotiques où il y a des personnes qui sont sous antithrombotiques pendant des années. Donc attention, la spécialité Hexacil existe soit en comprimé Péros en 2 dosages, 250 et 500. De nouveau, je ne vous demande pas de retenir tous les dosages et tout ça par cœur. C'est vraiment juste pour vous montrer d'être vigilant au niveau du stage. Quand vous allez chercher la boîte dans le tiroir, il n'y a peut-être pas tout en stock. Au niveau des ampoules, il y a soit des ampoules pour... donc c'est des solutions injectables, ou alors il y a des ampoules, mais c'est une solution buvable. Vous voyez, donc ne pas les confondre. Donc voilà pour tout ce qui est antithrombotique et anti-hémorragique.